Je reviens tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa et justement pour ces 1h30, 5 appelés, 5 présents. Je commence par les quasi-titulaires. C'est une affaire de titulaires ce soir sur Ouro Africa. L'expert en sciences sociales, Jean de Dieu Evuna, une fois de plus répond présent à l'appel de la grosse équipe de production de Ouro Africa. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes et surtout au top management de Info TV. Merci à vous pour la présence. Je m'en vais à ma gauche proche, mon seul et unique, peut-être il y en aura d'autres, qui sait, mon seul et unique confrère sur le plateau, Timothée Essomba est parmi nous. Bonsoir Timothée, Abena Essomba, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Stéphane Barga, toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. Un clin d'œil particulier à Madame Ntolo Ekouda, Madeleine Blanche, une fidèle téléspectatrice qui nous suit en ce moment. J'adresse mes chaleureuses vœux de fraternité à tous mes copanélistes et je sors en faisant un énorme clin d'œil au top management d'Info TV qui, malgré le marasme économique, malgré la précarisation quasi volontaire des médias au Cameroun, ne baisse pas, ne couvre pas les chines et continue de travailler, continue de porter haut l'agrégé de la communication au Cameroun, afin que nous sortions de cette époque où les seules stars, les seules révélations médiatiques étaient celles issues du média de droit public, mais de concert avec la vision du chef de l'État qui a ouvert l'espace médiatique au Cameroun à la faveur des lois de 1990, qu'aujourd'hui nous continuons d'avoir de nouvelles figures, à l'instar de vous, Stéphane Barga, et de tous ces autres virtuoses d'Info TV et des médias privés qui nous font savoir que le talent au Cameroun fait foison. Merci Timothée Essomba pour les mots chaleureux à l'endroit du top management du groupe La Météo. On vous rejoint sur un aspect qui est important, c'est lui justement d'une quasi-précarisation volontaire de l'espace médiatique privé au Cameroun. On va justement toujours porter le plaidoyer qui est le nôtre puisque nous sommes acteurs de ce moment important de l'histoire de la vie politique au Cameroun. 12 octobre puisqu'il y a d'autres élections qui sont annoncées, les médias doivent être présents, les journalistes doivent faire leur travail et on espère pouvoir faire ce travail avec toute la logistique adéquate et due au travail de salut public que nous faisons. Merci Timothée pour le plaidoyer. Je me tourne vers un autre qui connaît des questions de plume, des questions de style, des questions de figure. Simon Messengue, vous êtes journaliste aussi, mais la casquette politique vous colle à la peau. Vous êtes du RDPC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, c'est un plaisir pour moi de retrouver Ouro Africa, les panafricanistes de par le monde entier, des Amériques, d'Afrique et d'Asie qui nous regardent ce soir. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Merci à vous, Simon. Un autre politique sur le plateau, titulaire sur l'estrade de Ouro Africa, Jean-Moïse Mbok. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes porte-parole du FSNC, c'est-à-dire du président Issa Tchiloma Bakary. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants. Naturellement, je vais, après avoir salué le top management d'Info TV et toutes les équipes techniques qui nous permettent de mettre ici et dans le monde, en ayant salué les spectateurs qui nous suivent, comme M. Metiengue l'a dit, les panafricanistes de par le monde entier, parce qu'ils ont traversé justement nos frontières, certainement pour aller apprendre et ramener quelque chose de plus à l'Afrique. Je vais donc saluer le président Issa Tchiloma Bakary, sa famille, tous les membres sympathisants et militants du FSNC, naturellement saluer
les 11 candidats qui vont, plus Issa Tiroma, 12 candidats qui vont compétir le 12 pour apporter un mieux-être aux Camerounais, dire beaucoup de courage, mais les appeler, tous ceux qui n'ont pas été retenus, les appeler aux travaux de coalition qui sont mis en place. On en parle, Jean-Maurice Mbok. C'était que le bonsoir. Oui, je les salue, eux, qui n'ont pas été retenus. Et je leur dis, le combat continue. Et il faudrait donc la main d'association qui est tendue, qu'ils la prennent. Merci pour l'invitation. Merci à vous pour la présence. Je termine avec quasiment le patriarche sur l'espace médiatique au Cameroun, le doyen comme moi. J'aime à l'appeler François Bikoro, l'homme aux 53 élections couvertes à travers le monde. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs qui depuis quelques dizaines d'années aujourd'hui suivent un jeune qui avait le même âge que trois autres jeunes dans un hameau perdu à Foulassi. Je suis sûr que très peu d'entre vous ici savent que lorsque chaque matin ils disent dans leur hypocrisie cognitive et dans leur imposture qu'ils aiment le Cameroun en chantant l'hymne national, je ne sais pas s'ils savent que c'était le chant de ralliement de trois jeunes Camerounais dans la nuit tombée sans électricité, sans eau qui sort du mur, sans route, sans radio, sans télévision, à qui on avait demandé de penser à l'avenir de leur pays. Ils avaient laissé en héritage une phrase célèbre, à savoir que ceux qui vont les remplacer demain, parce qu'eux, ils n'attendaient pas faire tout à la place de tout le monde, parce que le verbe et la parole est d'or, et la parole est déifiante, elle vient du Dieu suprême. Ils avaient dit en leur temps, en nous laissant en héritage, qu'il faut tout faire pour que nous sortions de notre sauvagerie et que nous nous éloignions un temps soit pour la barbarie. Il paraît que votre syllogisme l'a engagé depuis un certain temps et d'emprunter à l'Occident prédateur le mot démocratie. Et il paraît que la démocratie, c'est l'équilibre, c'est l'équité, c'est la justice et non la justesse. Comment donc comprendre que des gens qui s'affublent chaque jour dans vos plateaux de radio et télévision pour parler à l'agora, au lieu d'aller de maison en maison comme le font les Africains, oublient un temps soit peu que sous l'arbre. Les mangues qui tombent, c'est parce qu'on arrose l'arbre. Je suis venu ici pour parler aujourd'hui à deux personnages. Le premier, c'est mon petit frère, M. Mvan Dieudonné, oui, qui depuis 45 ans aujourd'hui a cru à ce pays comme Nyatankor, Djamafan René Minkyo Bamba Samuel, qui ont mis en œuvre l'unité nationale à travers ce champ de ralliement. Je suis venu lui dire que personne ne l'a forcé à aider ce pays à se construire comme il le fait depuis des années. Comme personne n'a forcé Jesus Christus, encore moins Confucius, encore moins Mohammed, à parler au monde pour que la morale soit la chose la mieux partagée. Il faut qu'ils comprennent que l'hypocrisie cognitive qui entre les partis politiques, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs économiques est la règle en cette période, parce qu'ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Il n'a pas intérêt à abandonner Info TV. Je suis venu le lui dire. Il vous écoute. Je suis venu lui dire, tu n'as pas intérêt à abandonner Info TV. Parce que justement, tu es entraîné par vers toi, et envers toi et contre toi, l'ensemble des 38 millions de Camerounais qui te suivent chaque jour. Tu as donné espoir à des jeunes talents que les autres ont abandonnés sur la raque de l'histoire. Donc tu vas porter, comme Jesus Christus, ta croix jusqu'au bout, en tout le mois jusqu'au 12 octobre. Maintenant, je suis venu parler à tous les parents dont nous sommes, d'abord en vous demandant pardon. Parce que chaque fois, vous voulez travailler avec nous et contre nous, mais vous ne savez pas qu'en réalité, c'est parce qu'on ne s'exprime pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup. Je dis à mes congénères, mes parents, qu'on ne peut pas abandonner un arbre qui produit des fruits, comme Info TV. Faites cet effort chaque fois que vous demandez à Info TV de parachever votre programme, de parachever vos idéaux à l'agora. Pensez que l'arbre a le droit d'être arrosé. Tout à fait. Je suis convaincu que ce message va être entendu. Et d'ailleurs, je demande au peuple camerounais de juger chacun des 12 présidents de la République au soir du 12 octobre à leur capacité à continuer à arroser l'arbre pendant qu'ils y sont et pendant qu'ils ne seront plus. Mettons les moyens à l'ensemble des médias qui vous aident à parler à l'agora, parce que c'est important dans la marche de l'histoire. Si vous avez des milliards pour faire des meetings, enlevez 250 000 francs chaque matin, venez donner Info TV à tous les autres médias pour qu'ils vous aident à parler à l'agora. Je ne peux pas comprendre que chaque fois nous dansons, nous chantons, nous venons dans vos plateaux de télévision invectiver, parler avec autorité, et que la seule chose qui permet que votre message soit entendu, soit abandonné à la règle de l'histoire. Vous voyez que j'ai demandé à un banc de ne pas bouger de son piédestal.
Personne ne l'a forcé à le faire. Il a fait comme Nyat encore, comme Diamafane René, comme Mutio Bamba Samuel. Il faut qu'ils se souviennent chaque fois que c'est là, de leur tombe où ils sont aujourd'hui, se pose la bonne question. Quand vous chantez l'hymne national, est-ce que vous savez que c'est sorti de l'âme, de l'intelligence et du talent de quelques jeunes Camerounais qui n'avaient pas les mêmes prédispositions matérielles, financières que vous avez aujourd'hui? Comme je le dis toujours, on ne peut pas comprendre que le tirailleur sénégalais, un analphabète devant l'histoire, ait pu sauver l'Afrique, et que vous qui êtes affublés de tous les noms d'oiseaux, docteurs, professeurs, ingénieurs et tout ce que vous voulez, qui allez à Paris chaque jour, à New York et tout ce que vous voulez, et que vous ne pensiez pas que le tam-tam, c'est le chant de l'anime. Merci, Patriarche Bikoro. Votre message a été écouté et suivi là où il doit être suivi. Que l'arbre qui produit des fruits soit arrosé. C'est ce que je retiens de cette brillante communication. 696 11 37 22, c'est le numéro de ralliement de tous les panafricanistes ce soir qui pourront justement interagir avec ce qui est dit et sera dit sur ce plateau. Alors, je vais commencer par vous, Timothée Somba. Les dernières nouvelles qui nous viennent du côté d'Abidjan nous font savoir que justement les dés sont jetés, les carottes sont cuites pour les uns, c'est le moment de la victoire pour d'autres. En l'occurrence, pour ce qui est de la présidentielle 2025, ça sera sans Laurent Gbagbo. Merci Stéphane Barga pour cet honneur que vous me faites en me donnant la parole à titre inaugural pour parler de cette thématique première. Il n'aurait pu en être autrement pour une raison simple. J'ai coutume de le dire sur vos plateaux. On ne gouverne pas un État avec les émotions, on ne gouverne pas un État avec la clameur. On gouverne un État avec la loi qui est l'expression de la volonté générale. Gbagbo est sous le coup d'une condamnation par la justice ivoirienne, ce qui d'office a imputé la pleine jouissance de ses droits civiques et politiques et ne lui permettait pas de candidater. Tidiane Cham, annoncé comme une grande figure de l'opposition, a décidé de s'inscrire en marge de la loi ivoirienne en violant l'article 48 du Code de la nationalité de Côte d'Ivoire qui date de 1961, qui dit que tout Ivoirien majeur qui contracte une nationalité haute perd la nationalité ivoirienne. Mais il y a une spécificité dans ce code qu'il faut saluer pour démontrer le caractère républicain de certains hommes et le caractère anti-républicain de d'autres. C'est que le code de la nationalité ivoirienne permet ce que l'on appelle la réintégration. Il vous suffit d'accomplir une seule formalité. C'est de demander au président de la République que après que vous ayez perdu votre nationalité, vous voulez redevenir ivoirien. Tidiane Tcham est un grand intellectuel. Comment lui n'a pas lu le code de la nationalité de son pays, mais il prétend à vouloir diriger la Côte d'Ivoire? Le Conseil constitutionnel, qui est le garant de l'application de la loi, ne pouvait pas s'écarter de la norme pour normaliser les écarts, si vous me permettez de paraphraser notre grand philosophe Ebenezer Djomwele. Le Conseil constitutionnel, le professeur Mononjana, merci, il a dit le droit, il a appliqué la loi. Simone Gbagbo, qui a bénéficié de l'amnistie par la justice ivoirienne, est bien candidate. C'est la preuve qu'il n'y a pas une chasse aux sorcières. Seule la loi doit triompher. Maintenant, dans un élan républicain, ceux qui se font appeler les porteurs ou les forces du changement doivent donc se mobiliser derrière les candidats présents pour faire entendre leur voix et mobiliser leurs militants dans le strict respect d'un sacro-saint objectif. Que seul, au soir du 25 octobre, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire gagne. Et la Côte d'Ivoire gagne comment? La paix. Merci. Merci Timothée Essomba. Jean-Dieu Vouna, ça sera sans Laurent Gbagbo, on l'a dit, mais Madame Gbagbo sera de la partie. Oui, ce sera sans Laurent Gbagbo. C'était prévisible parce que, comme l'a dit Timothée Essomba, il était condamné et on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ça. Moi, je dirais plutôt que ce qui m'a gêné, c'est cette manière dont l'ONU a se mêler parfois de la souveraineté de nos États. Du fait qu'on veuille imposer
certains candidats, bien que ce soit, ça a été voulu sur un candidat comme Gbagbo que j'aime bien, mais je voudrais que les choses se passent vraiment en toute souveraineté, et comme cela s'est passé. Et je suis d'autant plus fier que le Conseil constitutionnel a dit la loi, et que nous pouvons aussi regarder que il y avait comme une volonté de revivre les 2011, c'est-à-dire il y avait comme une volonté de revanche au niveau électoral entre Laurent Gbagbo et le président actuel, ce qui n'y aura pas lieu, et je crois que ça baisse, ça va essayer de baisser les tensions. C'est ce que vous pensez? Je me dis, je le souhaite. Merci. Je le souhaite parce que je souhaite que ce soit ainsi, parce que je me suis dit, si il y a une deuxième mi-temps après 10 ans de ce même match, ça risque d'exploser, ce que nous ne souhaitons pas. Et maintenant, Madame Simone Gbagbo, elle est candidate. Est-ce qu'elle pourra mobiliser comme son mari il y a 10 ans? Il y a beaucoup de questions. Mais tout ce que j'apprécie, c'est qu'elle a persévéré. C'est une femme vraiment de politique de haute facture que nous devons célébrer et louer sa pugnacité, son courage. Il n'y en a pas assez comme ça ici en Afrique. Hein. Donc, je dirais tout simplement que si autour d'elle, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir être validés, peuvent se tenir et faire la paix, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo et bien d'autres candidats qui n'ont pas été validés, former une coalition sérieuse et pour pouvoir peser fort et renverser la tendance, c'est possible et c'est bon souhait. Merci pour ce souhait, Jean de Dieu Evuna. L'ex-première dame, Jean-Moïse Mbok, 76 ans, elle préside le mouvement des générations capables. Simone Éveillé Gbagbo, elle a conservé d'ailleurs le nom de son ancien mari. Elle fait désormais figure de poids lourd lorsque l'on évoque l'opposition, puisque Wadon Melo, Jean-Luc Billon et autres, pour ceux qui ne sont pas très initiés des questions politiques ivoiriennes, sont de quasi inconnus. Mais est-ce que l'aspect qui est souhaité ici et là, celui d'une alliance, d'une coalition, ou alors d'une candidature unique de l'opposition, là-bas aussi ne va pas être prégnant? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans le sens où peut-être Mme Gbagbo fédère autour d'elle toute cette énergie, parfois un peu dispersée, de l'opposition ivoirienne? Mais écoutez, Simone Gbagbo, Madame Gbagbo, elle a préféré garder ce nom. Et comme disait Dr Evuna, une femme, j'ai envie de dire, de grande qualité, qui a mené tous les combats avec son époux, qui s'est tenu pour la cause de la Côte d'Ivoire. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui nier aujourd'hui, c'est l'amour pour sa patrie. Elle aime son pays, elle aime l'Afrique. Et elle avait même promis, quand il y avait tous ces problèmes, qu'elle se porterait candidate. Aujourd'hui, elle a tenu la parole qu'elle avait faite. Et je pense que si elle continue dans cette dynamique, parce qu'elle a montré qu'elle peut donner une parole qu'elle peut tenir, elle a montré qu'elle peut engager un combat comme celui de la candidature, et elle a tenu. Si elle rentre dans la dynamique de la négociation avec les autres, je pense aussi qu'elle peut... Vous pensez que ça sera avec le soutien de Laurent Gbagbo ou sans? Ce sera, j'ai envie de dire que ça va dépendre de comment ils se sont séparés. Je dis ça comme ça, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, Stéphane. Je dis ça, je dis rien. Tout dépend de comment ils se sont séparés. Et je crois que le grand panafricaniste, Laurent Gbagbo, va comprendre où sont ses intérêts aujourd'hui. Oui. Ses intérêts sont justement j'ai envie de dire, de faire un retour d'ascenseur à celle-là qu'il a soutenue pendant toutes ces années-là. Donc moi, je pense que lui va nous montrer sa hauteur en se tenant à ses côtés. Mais s'il ne le fait pas, c'est son droit. On ne va pas le condamner. Madame Bemba, qui accompagne les nuits du grand président Gbagbo, va accepter ça comme ça? Bref, mais bon, vous savez, les femmes ont parfois des capacités que les hommes ne comprennent pas. Surtout quand il s'agit d'un intérêt qu'elles entendent bien toutes les deux, elles peuvent trouver une solution. Moi, je pense aujourd'hui qu'on ne doit pas sous-estimer cette candidate qui, pour moi, c'est une dame assez énigmatique.
Elle est pour moi comme un sphinx. Quand j'ai vu un peu l'arrestation, les traumatismes qu'elle a subis, les problèmes qu'elle a eus, de la voir renaître avec ce sourire que nous voyons à l'écran, pour moi c'est un message très fort. C'est une femme qui a un caractère fort, qui a une dynamique forte, qui a une belle personnalité parce qu'elle sait attirer les gens vers elle. Pour ma part, je pense qu'elle a des chances de pouvoir fédérer. Tout va dépendre donc des équipes qui sont autour d'elle et qui savent donc mener les échanges, les négociations, les pourparlers, mais surtout savoir d'une part faire taire les égos et montrer à chaque candidat l'importance qu'ils ont à apporter dans le projet de société qu'elle va certainement présenter pour la Côte d'Ivoire. Je rappelle simplement que les défis de la Côte d'Ivoire sont connus, ces défis sont importants. Et c'est peut-être pour ça que le Conseil constitutionnel a penché sur des financiers, j'ai envie de dire comme ça. Oui. Des gens qui ont ces capacités financières, Billon, et naturellement... Mais le principal financier n'est pas de la partie, puisque M. Tcham est quasiment un loup. Non, si vous avez Alassane Ouattara qui est de la partie, c'est déjà une chose excellente pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce qu'il devait se représenter, c'est autre chose. Mais en termes d'expertise, en termes d'excellence, dans la question de la finance en Afrique, écoutez, Alassane Ouattara, je ne sais pas s'il y a mieux que lui pour le moment. Donc, dans ces termes-là, si on l'a en Côte d'Ivoire pour mener ce combat, s'il passe, c'est bien pour la Côte d'Ivoire parce qu'au moins, ce problème sera résolu. Maintenant, les trois autres candidats aussi ont des capacités qu'il faudra simplement savoir mettre ensemble. Et donc, je chute en disant que Mme Gbagbo est une candidate à prendre au sérieux. Elle peut fédérer si elle sait mettre une bonne équipe autour d'elle et s'entourer des gens qui savent faire taire les égos des uns et des autres. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, Simon Messengue, ce sera sans Laurent Gbagbo, puisque la Cour constitutionnelle ivoirienne en a décidé ainsi. Ce sera sans Tidjane Tcham, mais ce sera avec Alassane Dramane Ouattara qui, après quelques justement polémiques sur sa participation, est de nouveau sur les starting blocks. Est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci que le président Ouattara aille véritablement au bout de toutes ces réformes, puisque à ce niveau, le bilan que le docteur Jean-Moïse Mbok évoque sur ce plateau, parfois semble mitigé. On a des chiffres qui parfois relèvent de l'artificiel, pour certains, mais pour d'autres qui sont concrets, vu que ceux qui sont allés du côté de la Côte d'Ivoire pensent, avec raison, pour eux, que sur le président Ouattara, il y a véritablement un boom économique qui est perceptible. Laissez les Ivoiriens parler du boom économique. Parce que moi, Camerounais, je sais que les Camerounais sont des autoflagelleurs. Mais quand on suit les étrangers parler du Cameroun, ils parlent d'une véritable transformation du Cameroun en quelques années. Je veux dire que le problème ivoirien est très compliqué. Il est compliqué et on a l'impression, c'est-à-dire que la crise de 2011 n'a pas été vidée. Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été vidée. Et donc, c'est un problème assez délicat. Très délicat dans la mesure où, vous savez que dans ce pays, en 2011, le Conseil constitutionnel s'est dédié. Oui. A dit que, a proclamé pour la première fois le président Laurent Gbagbo comme étant président. Et il y a eu un coup d'État. Si on s'en tient aux normes de coup d'État, il y a eu coup d'État. Le Conseil constitutionnel s'est redit. C'est-à-dire qu'en disant qu'une autre personne était président de la République à la personne de... Nous sommes à une période électorale et qui est très sensible. Oui. Je préfère juste dire que il y a des sacrifices que les uns et les autres doivent consentir pour que le pays comme la Côte d'Ivoire aille mieux. C'est-à-dire qu'il y a des candidats. Si les Ivoiriens veulent une alternance, s'ils veulent une continuité, ils sont les maîtres de leur destin, ils sauront quoi faire. Vous Conseil constitutionnel ivoirien, vous aurez plutôt prôné à ce que tous ces caïmans de l'espace politique, ou alors éléphants, puisque c'est les éléphants en Côte d'Ivoire, soient de la partie, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et autres, pour que les Ivoiriens puissent faire justement leur choix en tout état de cause, en connaissant les blessures, les séquelles, les cicatrices. Peut-être, à ce moment, on va tourner la page. Non. Il faut le Conseil constitutionnel dit le droit. Le Conseil constitutionnel ne fait pas la politique. Mais ça, ce qui doit se passer, c'est plutôt c'est-à-dire qu'une commission politique qui doit pouvoir pacifier le passé. Mais en l'état actuel, le Conseil constitutionnel a dit le droit. C'est sur la base du droit qu'ils ont décidé que son excellent Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat ou que Thiam ne peut pas être candidat. Donc,
Sur le plan du droit, il n'y a rien à redire là-dedans. Ce que moi je voudrais dire, c'est essayer d'appeler des individus qui veulent à tout bout de champ rendre les pays africains ingouvernables en créant des problèmes qui n'ont pas de sens. Des gens qui, parce que le droit était dans un pays, trouvent que c'est un problème tribaliste. Je me pose bien la question à cela, comme le monsieur Achille Mbembe, que bon, en Côte d'Ivoire, c'est encore le problème Bamileke ou autre. Je crois qu'il faut que les uns et les autres arrêtent un peu cette agitation puérile et stérile. Vous faites un parallèle assez Oui bien, dangereux. non, il n'est pas dangereux. C'est ce qu'ils font qui est dangereux. Parce que vous avez un pays multi-ethnique comme le Cameroun, où il y a la loi et le droit, la constitution qui règle un certain nombre de problèmes. Vous voyez un individu qui est assis de nulle part, vous dit qu'on a écarté tel candidat parce que c'est un Bamileke ou quoi que ce soit. Je crois qu'il faut qu'on arrête ça. Attendez. Qui ne font qu'ajouter de l'huile sur Attendez, le feu. justement, il faut les dénoncer. C'est sur des plateaux comme ça, sérieux comme ça, qu'il faut dénoncer ça. Il faut dire aux uns aux autres que les périodes électorales sont très sensibles. Et donc, de ce fait, on n'attend pas que n'importe qui arrive de n'importe où. Si vous êtes essayiste, d'accord, faites vos livres. Laissez au moins les juristes faire leur job. Quand le Conseil constitutionnel s'assoit, c'est sur la base du droit qui est le contrat social, qui est régi dans un État. C'est sur cette base-là qui se penche pour régler un certain nombre de problèmes. Et que vous arrivez pour dire tel ainsi de suite. Non, je crois qu'il faut que les uns et les autres arrêtent ça. On n'en a pas besoin. Ils vivent dans les États qui laissent nous qui vivons dans les pays africains aussi faire notre chemin. Merci Simon Messengue. On va donner la parole en dernier lieu sur cette mise en bouche au patriarche François Bikoro. Alors patriarche, la Côte d'Ivoire est appelée justement à son destin. Ça sera le 25 octobre prochain pour choisir un nouveau président. Continuité peut-être, rupture certainement. Personne ne sait. Seul l'électeur ivoirien pourra faire ce qu'il veut dans les urnes. Mais est-ce que s'il y a continuité, vous penserez que toutes les cicatrices de 2011 avec l'arrestation du président Gbagbo, ces humiliations de Madame Simone Gbagbo, cette classe politique décimée, Ahmed Bakayoko et autres partis, est-ce que cette présidentielle sera en capacité véritablement de faire tourner la page, malgré qu'il y ait cette verdure économique qui est brandie ici et là de la Côte d'Ivoire? Disons d'abord un grand bonjour à Sia Popo. Qui est ce monsieur? C'est ça le drame. Ne parlez plus jamais de Côte d'Ivoire si vous ne connaissez pas Sia Popo. Sia Popo est ce personnage dont on disait qu'il était vigile à la Banque centrale. Et qu'un jour il a fait disparaître quelques milliards. Et il s'est révélé que ces milliards ont servi à armer la rébellion. Deux jeunes bambins étaient à l'université. L'un est devenu président de l'Assemblée nationale. L'autre, je ne cite pas les contemporains. L'autre est devenu ministre de la jeunesse dans l'OTAR. La Côte d'Ivoire est dans ce pays qui a donné à voir et à comprendre qu'on peut vivre près de 6 mois avec 2 chefs d'État. L'un est logé au palais, l'autre est logé à l'hôtel. Ça a abouti à 2 conseils constitutionnels. Vous voyez que je ne voudrais pas parler de la guerre. Toujours est-il qu'il en est sorti 2 générations et 4 personnages. Des gens comme moi, les vieux, Laurent Koudou Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara. Et des jeunes qui ont cru en eux, Guillaume Kekbafori Soro et Blégoudé. À la fin, quand on est dans ce type de pays, où le bulletin de vote a été remplacé par les armes, la coalition occidentale, menée par la France, et où celui qui a compté les voix s'appelle la CPI. Logiquement, les Ivoiriens devraient s'attendre à ce qu'on mette en place un syllogisme institutionnel qui les fasse oublier et les balles qui remplacent les bulletins de vote et des gens étrangers qui viennent juger les actes des uns et des autres.
Dans ce sens, seule la loi et le règlement peuvent faire avancer les choses. Oui. Donc dans ce sens, on ne peut pas blâmer que quelques dizaines d'années après, la Côte d'Ivoire ait pu remettre les enfants de Côte d'Ivoire ensemble en s'entendant sur la loi, c'est-à-dire la Constitution. C'est la seule chose qui peut arranger les Ivoiriens qui rêvent qu'on ne vive plus la situation décrite tout à l'heure par Simon. Donc dans ce sens, ceux qui se sont mis en marge ne peuvent s'en prendre à eux-mêmes. En revanche, les Ivoiriens s'attendent à ce qu'au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire reprend sa place dans le système au Conseil des Nations Unies, que les uns et les autres puissent faire leur aggiornamento. Logiquement, la Côte d'Ivoire ne va retrouver son chemin que lorsque les 4 bons hommes qui l'ont mis dans la raque dans laquelle ils se trouvent se seront mis de côté. Mais il y en a deux qui sont en exil. Il y en a un qui est en exil, il y a l'autre qui est quasi-exil aussi, puisqu'il ne pèse plus grand-chose. Il y a le président Gbagbo qui a abandonné ou alors laissé le FPI à Finguesang. Il y a le président Ouattara qui est aux affaires. Il y a madame qui est candidate. C'est quand même un cocktail assez hétéroclite pour quand trouver... vous revenez donc, vous vous rendez pour dans trouver l'évidence, la raison. dans l'évidence que les deux chefs de file sont présents. Vous avez cité qu'il y avait 2 générations qui s'entrechoquaient. Quand vous avez madame Eivé Gbagbo, et je vais vous faire une révélation, en réalité c'est elle qui était l'homme politique de Côte d'Ivoire quand vous ne choisissiez que Gbagbo. C'est que je ne voulais pas parler. Une grande dame. L'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Moi j'ai fréquenté ces gens pendant 4 ans. On a oublié que c'est Eivé qui a arrêté la Côte d'Ivoire dans les revendications des enseignants à l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Et ils avaient pour porteur de sceau 2 enfants. On a oublié la fameuse phrase de Eivé parlant au général Gay. Non, le chef d'état-major. Oui. Il avait dit à Gbagbo qu'il est un peu trop faible. Quand Quand un général ne met pas les montres en or. Très bien. Un général, Hé, Gbagbo, quand tu vois ce monsieur avec l'or et tout ça à la main, c'est pas un homme qui peut est-ce aller au qu'il front. peut avoir peur de la vie? L'histoire nous a renseigné que la Côte d'Ivoire est partie des uns qui allaient à gauche, des traîtrises à gauche, des traîtrises à droite, des enfants qui étaient avec Alassane Ouattara, qui ont rejoint Gbagbo, ceux qui étaient avec Gbagbo. Bref, la Côte d'Ivoire se bat pour que les acteurs qui l'ont mené à cette affaire-là puissent laisser la Côte d'Ivoire reprendre son chemin. Je crois qu'au niveau de la présidente de la République, vous savez tous les efforts que Alassane Ouattara fait aujourd'hui pour dire qu'il est africain dans sa gouvernance et panafricain dans son esprit. Parce que le débat aussi se trouve à ce niveau. L'Afrique bouge. L'Afrique n'a plus besoin que des gens partent sous le couvert des Nations Unies pour venir donner des ordres, alors que les Africains savent s'asseoir sous l'arbre et régler les problèmes selon le syllogisme africain. C'est pour ça que moi je pense qu'on ne peut pas nier ici que les 2 acteurs sont conscients du fait qu'ils ne doivent pas retomber dans ce piège. Oui. Moi je voyais l'insistance de Laurent Gbagbo, pas dans le sens d'être candidat, mais de rappeler à son vis-à-vis de la génération de 2010 qui ont mis le pays à feu et à sang, c'est-à-dire Alassane Ouattara, qu'attention, je reste dans le rôle des vigies. Si vous ne voyez pas ça dans ce sens, ce monsieur a été traumatisé, psychologiquement et physiquement. Vous avez dit non coupable, moi je préfère innocent. Il n'a eu la vie sauf qu'à la pression de l'Afrique, comme dans les années 60, avec le Front National de l'Évolution du National, l'UPC, l'ANC et les autres. Donc il faut une nouvelle Afrique qui s'adapte à l'environnement actuel, et la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont 2 portes d'entrée de cette Afrique qui doit se mouvoir demain. Donc ne réveillez pas un certain type de démon. La seule chose qui peut mettre les Ivoiriens ensemble, les Africains ensemble, c'est que s'ils se sont entendus sur les lois et les règlements, qu'on amène les uns et les autres à les respecter. Merci. En revanche, c'est un rêve. C'est un rêve de tout Africain. Il faut que dans les agissements des uns et des autres, qu'ils sachent, et on peut voir
dans leur comportement, on peut imaginer qu'en voulant revenir, et la preuve que dans notre débat ici, on a cru qu'il y avait la vengeance, il y a cru qu'il y avait autre chose. La Côte d'Ivoire est un pays très important dans la mise en œuvre de l'africanité de demain, parce que la Côte d'Ivoire sort de la RDA. On l'oublie aussi souvent assez, le Rassemblement démocratique africain. Il a été fracassé par les syllogismes coloniaux. Petit à petit, il faut permettre à cette Côte d'Ivoire, de garder intact ce qu'elle n'aurait pas dû quitter, mais aussi de s'adapter à la nouvelle norme de la gouvernance. Merci François Bikoro pour cette lecture transversale qui nous fait apprendre, véritablement apprendre sur la vie et surtout le devenir et avenir du pays frère, le pays ivoirien. On va prendre une transition pour revenir aussi du côté du Cameroun et évoquer la présidentielle avec un focus sur cette opposition-là qui véritablement interroge et interpelle à moins de 37 jours de l'élection présidentielle au Cameroun. Retour sur le plateau de Ouro Africa, revenons à des péripéties plus proches de nous. On parle là de la présidentielle du 12 octobre 2025 avec justement un bal des acteurs qui semblent assez indécis. On parle de l'opposition qui se cherche visiblement un leader. On a l'impression que personne n'arrive à fédérer véritablement ces énergies-là. Personne n'arrive à porter cette dynamique. On a l'impression que les coalitions peinent véritablement à sortir l'oiseau magique ou alors à faire jaillir une lumière capable d'insuffler une dynamique à une justement ambiance présidentielle qui semble assez morose du côté des acteurs du changement. Alors, Jean-Dieu Vouna, est-ce qu'on peut dire avec beaucoup de sérieux aujourd'hui, il a dit à moins de 37 jours de l'élection présidentielle au Cameroun, que l'opposition se cherche un leader? Est-ce que l'opposition camerounaise se cherche un leader? Non. Non, je pense pas. Pourquoi est-ce qu'on parlerait d'opposition en termes d'un leader? Non. L'opposition a ses leaders. Ils sont présents et ils font leur travail. Et nous avons débattu ici. Nous avons deux types de leaders. On a des leaders expérimentés et des leaders innovants. Les leaders expérimentés qui sont ceux-là qui ont été avec le régime en place, qui ont travaillé avec le régime en place. Nous pouvons nommer le président Bello Bouba, le président Issa Chirouma, le maître Akere Mounaki, qui ont une certaine expérience et une certaine expertise. Et c'est des leaders charismatiques, puisque nous les voyons sur le terrain, dans leur fief et même ailleurs. Nous avons de l'autre côté cette vague de jeunes qui ont des programmes et qui sur le terrain, par exemple là, le président Cabral, qui a fait le tour de l'extrême. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de leader, mais s'attendre à une opposition avec un leader, ce n'est pas un parti politique. Il s'agit des partis politiques de l'opposition avec des idéaux, avec des idéologies, des programmes différents qui, peut-être vous parlerez de fédérer, mais ouais. Comment peuvent-ils fédérer? Je crois qu'il y a en coulisses des nouvelles qui nous parviennent que jusqu'à présent, il y aurait une coalition qui va se mettre en place Jean-Dieu, à ce niveau, nous sommes à 36 jours. Est-ce que la coalition, c'est quoi? Est-ce qu'ils ne parviennent pas à s'entendre pour faire autant de temps? On en parle. On a l'impression que c'est un véritable serpent de mer que personne ne parvient à saisir. Pourquoi ça prend autant de temps? Et quand vont-ils proposer aux Camerounais? Est-ce qu'il y aura le temps du débat, le temps de la présentation du projet, le temps des échanges avec les Camerounais? La présentation du projet, je ne pense pas. Oui. Parce que c'est des leaders qui ont déjà des ancrages au niveau, chacun à un certain niveau. Je pense que ça prend du temps au niveau, 1, de faire taire des égos, de 2, de travailler sur le partage de la gouvernance en cas de Vous n'avez pas dit partage du gâteau?
Non, partage de la gouvernance. C'est pas un gâteau. Soyons sérieux. C'est le partage de la gouvernance. Parce que la gouvernance se partage. Voyez-vous, le RDPC a fait 43 ans avec des alliés avec qui ils ont partagé la gouvernance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, certains qui étaient avec eux hier, on leur demande des comptes parce qu'ils ont partagé la gouvernance. Il est donc important que lorsqu'on parlerait de fédérer en tant que leader de l'opposition pour former une coalition, il faut travailler minutieusement à cette gouvernance-là. Quel type de gouvernance? Est-ce qu'il s'agit de faire une continuité ou alors faire une gouvernance de fédération comme certains le promeuvent, ou alors il faut une gouvernance de décentralisation. Tout cela, il faut travailler. Et il faut s'accorder sur des questions idéologiques, sur des questions de gestion, sur des questions de diplomatie et autres. Ça ne peut pas prendre... Mais quand vous dites qu'il n'y a pas assez de temps, il y a le temps. Pourquoi? Parce que même à la veille, on peut donner des consignes de vote. Pour preuve, le MRC a fait une sortie où ils ont dit clairement qu'ils vont soutenir une large coalition. Ça veut dire que s'ils l'ont décidé ainsi, ça veut dire qu'ils sont au courant qu'il y a certainement un travail de fond qui est fait dans ce sens-là. Et il faut y croire. Il faut y croire jusqu'au 11 octobre. Il est possible que la fumée blanche sorte de cette grande attente. Merci. Timothée Somba, ça pourrait être le titre d'une série Opposition cherche leader. Je suis sûr qu'il y aurait des téléspectateurs. Mais pour être plus sérieux, on est au Cameroun, on est à moins de 40 jours de l'élection présidentielle et on a véritablement l'impression que ça discute beaucoup, ça se concerte, il y a des tractations, il y a des assises, il y a des rencontres, mais au finish, on est un peu, toujours, très souvent, sur notre faim, lorsque l'on veut bien savoir sur quoi est-ce qu'ils ne parviennent pas à s'entendre pour justement présenter à l'opinion ou à l'électorat cette perle rare capable de bousculer le mastodonte RDPC. Ils ne parviennent pas à s'entendre, vous allez excuser la cruauté de mon propos, ils ne parviennent pas à s'entendre, bon, je ne serai même pas cruel, nous sommes en temps d'élection, c'est l'élégance qui prime. Ils ne parviennent pas à s'entendre parce qu'eux-mêmes ne sont pas sincères. Pourquoi je dis qu'ils ne sont pas sincères? L'électorat repose sur deux indicateurs, mais dont l'un est tributaire de l'autre. Le militantisme et les sympathisants. Sauf que ce sont les militants qui insufflent la flamme sympathisante auprès des autres qui ne sont pas militants. Lorsque vous prenez un parti politique comme le RDPC qui vous dit « j'ai tel nombre de militants », sur cette base, vous pouvez déjà faire une projection chiffrée. Oui. Si le RDPC a par exemple 100 militants et que chaque militant s'emploie à convaincre 5 personnes, ça fait combien de sympathisants qu'ils auront? Ils vont donc à l'élection en ayant une estimation chiffrée de ce qu'ils peuvent avoir comme suffrage. Par contre, lorsque vous prenez nos partis d'opposition, ils fuient royalement le débat des chiffres. Vous prenez de l'UNDP jusqu'au PAL. Aucun d'eux n'a dévoilé son sommier politique. C'est vrai ça, on a vu des concertations ici et là, on a vu des assises ici et là, on a vu des rencontres où on a présenté justement un squelette pour le déploiement inhérent à cette présidentielle-là. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de sommier politique dans cette formation? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. J'ai dit qu'ils n'ont pas dévoilé. On n'est pas au même niveau d'information. Voilà. Du côté de l'UNDP, on a vu des acteurs précis désignés pour justement porter la campagne et surtout le déploiement de Président Bello. Ils ont la logistique de campagne. Est-ce que l'UNDP nous a dit que nous avons vendu les cartes d'électeurs à 2000 Camerounais? Est-ce que le FSNC nous a dit nous avons vendu les cartes d'électeurs à 3000 Camerounais? Est-ce que le PAL nous a dit nous avons vendu les cartes d'électeurs à tel, à tel, à tel? Ils ne le font pas. Or, c'est un indicateur incontournable lorsqu'il faut mettre sur pied une coalition. Je me pose la question, lorsqu'ils s'asseyent même, ils parlent de quoi? S'ils ne parlent pas des préalables, je pèse quoi?
Mais il y a des gens qui pèsent. Comment vous pouvez poser une question Non, pareille? je pèse ou quoi? Les autres doivent savoir ce que tu pèses. Le FSNC pèse. Non, l'UDC pèse. Stéphane Le Barga. SDF pèse. Le PCRN pèse. Stéphane Barga. Il y a des élus quand Je même. le- non, Il y a non. Timothée, Permettez, j'ai un âme. Parle aussi J'ai un des âme. chiffres au niveau de la représentation. C'est ce que j'ai dit. Des électeurs. Je ne des parle élus. pas du nombre de... Non. Le nombre d'élus pour l'élection présidentielle n'est pas important. Parce qu'il s'agit d'aller vendre l'image d'un individu qui doit séduire un peuple. Et qui va battre campagne pour vous? Ce n'est pas les élus. Non, C'est les militants. tu fausses le débat. Je ne fausse pas le débat. Alors l'essentiel, monsieur Le Somba. transfert de légitimité est important. Je vais vous prendre un cas. Très rapidement. L'honorable Cabral Libi vient de battre campagne dans la Liquier. À l'heure actuelle, il est dans le Grand Nord. Oui. Dès qu'il a fini de traverser ces villes, qui va rester battre campagne pour lui au quotidien? Mais il a son appareil. Il ne reviendra pas, l'appareil l'accompagne. Non. Mais Qu'est-ce que l'appareil vous en savez? Est-ce que vous êtes si péremptoire Non, sur la vie des autres? Je ne sais Qu'est-ce même que pas. vous en Laissez-le savez? quand même parler. Laissez-moi essayer laissez-moi me débrouiller. Sauf si- Allez-y, monsieur Somba. On va y passer la nuit. Il, Ça vous arrange, il sinon. fonctionne avec Mais sa c'est votre publicité qui est il faite, ça fonctionne vous avec arrange. sa caravane. Oui. Non, qui il n'y a pas une l'accompagne. caravane. Monsieur Il y a une Founa, assise ça quand ne même. va pas aller comme ça. Il y a une assise. Ça ne va pas aller comme Il ça, faut s'il vous plaît. dire. Permettez à monsieur Somba de dire ce qu'il a dit. Stéphane, Vous donnerez des corrections faut plus pas tard. laisser les contre-vérités prospérer Pas aussi. sérieux. On ne va pas faire le ping-pong aussi. Bon. Il s'exprime, vous aurez le temps de revenir sur ce qu'il a dit si vous le voulez, puisque vous n'êtes pas là pour le contredire. Chacun dit ce qu'il a dit et les téléspectateurs vont faire le tri eux-mêmes. Il fonctionne avec sa caravane qui l'accompagne. Par contre, quand vous prenez le mastodonte en face, c'est quoi? Je vais laisser le soin à Simon de déballer les chiffres. Mais je vais Enfin. prendre un seul indicateur Enfin. sociologique vérifiable. Les maisons de parti. Elles vivent. Le visuel, quand les gens passent, ils voient la maison. Maison du parti RDPC. Incroyable. Ça impacte. Pour faire les campagnes Non, d'évangélisation. dans la sociologie électorale, Les dans maisons le de parti. marketing politique, ce sont des éléments incontournables qui font que le simple fait pour quelqu'un de passer devant un carrefour tous les jours et de voir maison de parti telle, ça reste dans pour le les campagnes subconscient d'évangélisation. et ça joue au moment du vote. Donc je dis, l'opposition peine à trouver un leader pour une seule raison. C'est que personne n'a posé les vraies questions. Il pose des questions telles que on va surveiller le vote. En subsumant, en préjugeant, en présupposant que le RDPC ne gagne que parce qu'il triche. Or, ils oublient que la logistique du RDPC fait que le RDPC n'a pas besoin de tricher. Copiez le fonctionnement du RDPC. Construisez les maisons de parti. Ayez les sections, les cellules. Ça, c'est vous qui et le autres. dites. Et ce sont ces éléments qui vont faire que lorsque vous décidez de vous asseoir pour bâtir une coalition, chacun sait. Moi, Timothée Somba, malgré l'ancrage local, par exemple, Vous l'avez déjà dit. si je prends le Merci, cas de, merci. je sors avec ça. Merci. Si je prends le cas de l'UDC, l'UDC est un parti géolocalisé dans le Noun. Mais l'UDC n'a même pas une maison de parti dans le Noun, en dehors de son siège. Est-ce que c'est normal? On fera l'enquête. Simon Messengue, je me tourne vers vous. Alors, vous semblez plus ou moins serein. Vous êtes parti au pouvoir, vous êtes sûr de votre force. Mais est-ce que vous ne craignez pas, lorsqu'on vous apprend que des ténors, par exemple ceux de vos alliés d'hier, qui connaissent votre machine, se réunissent? Lorsque vous voyez le président Chiroma qui reçoit le président Bello, lorsqu'on vous annonce qu'il y a une consultation à Fumban qui rassemble une belle brochette des poids lourds de l'opposition du Cameroun, est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que vous ne dites pas que la roue peut tourner et le discours d'en face peut séduire les Camerounais? Les spécialistes des affaires électorales peuvent vous dire que le RDPC est largement favori. Et c'est technique. Justement, il faut regarder comment le RDPC a fonctionné de 2018 à aujourd'hui. Vous avez fait l'amalgame sur ce qu'on appelle un sommier. En 2021, le RDPC a organisé le sommier politique. Ça s'appelle comment? Identifier techniquement chaque militant, les compter, carte après carte. On ne dit pas carte que vous montrez la carte. Il y a deux types de cartes. La carte de membre et la carte de cotisation. Ça veut dire que vous êtes à jour avec vos cotisations.
on a compté en 2021, avant de faire le renouvellement des organes de base, on a fait le sommier politique. Ça veut dire qu'on compte le nombre de militants vivants, secteur après secteur. Nous étions à près de 6 millions de militants. Ok. Et nous sommes dans une période où, par exemple, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont en situation de sécurité renforcée. Après, vous faites ce qu'on appelle le renouvellement des organes de base. Vous avez donc objectivement un nombre de militants clair sur lequel vous pouvez minimiser les chiffres. Vous dites que même si c'est comment, à telle date, à telle élection, nous pouvons avoir tel chiffre. Alors maintenant, moi, je ne vous demandais pas de me faire la cartographie de formation. Moi, je vous interroge par rapport à votre adversaire. Vous parlez donc d'adversité. Avant de parler d'adversité, qu'est-ce qu'on fait? On recrute ses forces. C'est-à-dire que Stéphane Barga, on vous connaît journaliste des questions internationales. Parce que pendant 6 ans, vous présentez des émissions à caractère internationaux. C'est-à-dire vous avez World Actu, vous avez Ouro Africa. Vous ne pouvez non pas voir quelqu'un qui lui fait dans la culture, l'art et la culture. Et il dit que pour un concours qui concerne donc le thème et les relations internationales, et on dit que non, mais il faut... Non. Ça veut dire qu'en clair, qui sont hors sujet, ça veut dire qu'en clair, qui n'ont pas le niveau. Ça veut dire qu'en clair et objectivement, sauf, vous savez, en politique, il y a la mauvaise foi. Ça, il faut le savoir. Que, trois choses font de cette élection présidentielle, le RDPC est largement favori. Première des choses, son ancrage territorial. Cet ancrage territorial avec le sommier. 2, la répartition des sièges au niveau parlementaire, communal, régional et sénatorial. Troisième des choses, l'idéologie. Que les autres n'ont pas. En réalité, et c'est là où je voudrais embrayer sur votre thème. Quand vous voyez aujourd'hui certains pays comme la France être dans une crise politique, c'est justement parce que quand vous regardez l'ordre gouvernant aujourd'hui, l'ordre gouvernement a essayé d'affaisser les partis politiques originels qui faisaient, c'est-à-dire qui étaient le ciment même de la politique française, soit la gauche, soit la droite. Et donc, ce fait, il y a eu une brouille. Attendez, j'en viens. Et donc, vous avez vu une brouille. Aujourd'hui, en l'espace d'un an ou 1 an et demi, je crois 2 ans, nous sommes à près de 4 gouvernements. Parce que justement, c'est de ça dont il est question et ça a un impact sur le plan économique. Alors, lorsque une démocratie comme celle du Cameroun a mis en place ce type de démocratie, c'est pour structurer la vie politique. Et on ne structure pas la vie politique avec des hommes, mais avec des idéologies fortes. Le RDP, c'est un parti socio-libéral. Et donc, de ce fait, il y a des partis avec un ancrage, on parle de quoi? On parle qui a un caractère sur la forme de l'État d'un parti unitaire décentralisé. Vous avez d'autres courants comme l'UPC, parti nationaliste, apparemment c'est un parti d'extrême droite. Vous avez un parti extrême gauche, si vous voulez. Vous avez un parti comme le SDF, qui est un parti socialiste, à caractère fédéraliste. Et donc, vous voyez donc que c'est ce qui fait que, même si le RDPC gagne, comme il a l'habitude de gagner, il y a une influence de ces autres partis. Je prends un cas de figure. En 96, la tripartite 96 naît de quoi? Elle naît du fait que, même si le RDPC avait gagné, l'UPC, l'UNDP avait des forces au niveau du Parlement, ce qui a amené à ce qu'il y ait on appelle ça comment? Une constitution, la constitution de 1996. Quand vous regardez après 2018, il y a quand même le fait que, même si on ne peut pas aller au fédéralisme, il y a des régions à caractère spéciaux. Comme pour dire qu'il y a quand même le juste milieu. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire d'homme. Pour quel résultat on pourrait interroger? Écoutez, non, vous ne pouvez pas interroger ça comme ça. Vous ne pouvez pas interroger comme ça. Non, on peut interroger. Je dis ceci. On peut interroger. Je dis ceci. Je dis ceci. Nous sommes nés quand? J'ai ma caractéristique, nous sommes nés quand? Vous ne pouvez pas évaluer une décentralisation à 4 ans. Des régimes, vous ne pouvez pas évaluer à 4 ans.
Il faut les laisser avancer. C'est un enfant qui naît et qui doit avancer. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les grands pays comme le Cameroun, quand j'entends les gens opposition, vous coalisez. Vous coalisez pour gagner, pas pour construire. C'est ça le problème. Ça, c'est vous on qui le construit Merci. avec une idéologie Merci. et il faut la structurer. C'est pour ça qu'on pense aujourd'hui que, et vous allez vous rendre compte, c'est pour ça que les coalitions au Cameroun n'ont jamais vraiment rien donné. Parce qu'en réalité, quand vous vous retrouvez avec des idéologies parfois différentes. Merci. Vous allez vous dire quoi? On a compris. À la fin, chacun va aller de son côté. La question fait abondamment réagir et le temps ne semble pas compter pour justement pour l'élection, pour justement l'opposition. Est-ce qu'on peut penser avec beaucoup de certitude que justement l'opposition cherche un leader? Mais écoutez, vous m'avez vu amuser quand j'ai suivi certaines interventions sur ce plateau, Oui. parce que je me rends simplement compte que certaines personnes, et notamment le ADPC, ne réalisent pas que les Camerounais ont d'autres problèmes, que des explications qui ne rencontrent en rien les réalités difficiles par lesquelles ils passent. Les Camerounais, aujourd'hui, veulent voir des gens qui sont à leur écoute et qui sont prêts à leur apporter des solutions. Mais tout ce qu'on nous sert à longueur de journée, c'est une suffisance méprisante pour les autres. Oui. Oh, vous savez, on est en train d'aller gagner. Mais vous savez, une élection, ce n'est pas votre carte de membre ou votre carte d'électeur. C'est quoi? Ce n'est pas ça. C'est un homme qui va rencontrer un peuple, donc qui vote avec sa carte électorale, qui est ce papier, finalement. Vous espérez que les députés du RDPC vous rejoignent? Merci. Parce que, vous savez, qu'on soit du RDPC ou qu'on soit d'ailleurs, ce qu'on vit au Cameroun aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable. Numéro 1, on vit un mépris total. Mépris total, premièrement, parce qu'on a un candidat qui a choisi de se présenter par voie des réseaux sociaux, par voie de communiquer, et qui refuse de parler aux Camerounais. Et quand le Camerounais décide de dire « Non, non, on va voir notre père », c'est par un blanc qu'on le voit. C'est par deux blancs qu'on le voit. Bon, chacun ici, on ne va pas faire un conflit racial. Blanc, c'est par un ambassadeur, Jean-Maurice. Stéphane, permettez-moi, les autres ont parlé, vous avez dit qu'on est non, vous dites blanc, chacun. Ça peut avoir je dis donc, non, ce n'est pas une connotation. Ils sont blancs. Les Camerounais qui ont vu les gens qui ont fait sortir notre père, c'était des blancs. Vous n'allez pas changer que c'était des blancs. Vous n'allez pas dire à ma maman que c'était un ambassadeur, c'était des blancs. Mais qu'est-ce qu'on essaie de dire par là, Stéphane? Chaque fois qu'on demande à parler à notre président, vous avez des gens qui sortent et qui disent « on s'en fout de vous, on va passer avec ou sans vous ». Vous voyez que même des questions élémentaires sont prises avec hauteur. Oui. Maintenant, on arrive sur le mécontentement des Camerounais. Et vous dites « oh, vous savez, on est 6 millions ». C'est-à-dire que nous, nos 6 millions, déjà là, c'est garanti. Si vous voulez, vous les autres là, allez vous faire voir en Chine. On dit simplement aujourd'hui que, premièrement, pour revenir à votre question, des 12 que vous avez vus retenus au Conseil constitutionnel, vous n'avez vu personne appeler opposition. Personne ne s'appelle opposition. Vous avez choisi d'appeler les gens, et c'est les gouvernants qui ont décidé d'affubler ce vocable aux autres, juste pour les humilier, les rabaisser. Et malheureusement, les populations et parfois les médias et les autres emboîtent le pas. Opposition, ça veut dire quoi, Stéphane? On a vu certains acteurs qui sont plus ou moins en course aujourd'hui, c'est revendiqué comme leader de l'opposition. Je dis donc que c'est vous, vous avez créé, et il faut donc que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui, parce que c'est des partis en face ou des proposants qui veulent un mieux-être pour la nation. Il faut donc le dire. Maintenant, venir ici et dire l'opposition se cherche un leader ou est sans leader, ce n'est pas le but de l'opposition, de rechercher un leader, comme vous l'appelez opposition. Ce n'est pas le but des partis en face, de rechercher un leader. Toutes ces concertations, tous ces échanges tournent autour de trouver des solutions au mieux-être des Camerounais. Et dans ces solutions, on a la gouvernance, on a la gestion de la fortune publique, on a la question du développement, et on a des questions qui vous semblent élémentaires, mais qui sont fondamentales, qui sont les biens et les services. Jean-Maurice Mbok, on a suivi le leader qui est le vôtre, dans une sortie qui révélait plus ou moins les raisons de son départ du gouvernement. Il avait notamment mis en avant le fait qu'il n'arrivait plus à rencontrer son allié, le président Paul Biya.
pour les Camerounais, pas très futés et à l'aise comme vous sur ces questions, il subodore que si, par extraordinaire, aujourd'hui, à moins de 40 jours de la présidentielle, le président Biya venait à lui tendre la pêche et permettre à ce qu'ils se rencontrent, les choses pourraient évoluer. Tout en ignorant donc de votre côté ces cris économiques, ces cris sociaux, ces cris politiques que vous mettez en avant. Si le président Biya avait rencontré Issa Chiroma, est-ce qu'il serait sorti du gouvernement, bien qu'il y ait toutes ces difficultés économiques que vous mettez en avant aujourd'hui? Très bien. La question aujourd'hui est de savoir pourquoi il le rencontrait avant et pourquoi subitement son allié a refusé de continuer à le rencontrer. Parce que justement, Stéphane, quand il partait le rencontrer, c'était pour poser ces problèmes-là. C'était pour trouver des solutions à ces problèmes. Malheureusement, on vous dit non, on va voir demain. On va voir après-demain. On va voir le surlendemain. Donc ne venez pas ici laisser l'impression que certaines personnes en face donnent, qui est celle de ces deux autorités qui sont parties, des opportunistes qui finalement n'avaient plus d'opportunité, et puis après, non, Stéphane, je vous explique d'abord. Les personnes qui nous regardent, que si aujourd'hui le président Paul Biya décide de rencontrer Issa Chiroma Bakary pour échanger sur la situation du pays, est-ce qu'on n'est pas certain que le lendemain, le président Chiroma abandonnerait justement cette position qu'est la sienne aujourd'hui, vu que les raisons qui l'ont amené à sortir du gouvernement, c'est parce qu'il ne rencontrait plus son allié. Ce n'était pas des raisons économiques, ou alors le mal-être du pays, ou alors la souffrance des Camerounais. C'est juste parce qu'il ne rencontrait plus son allié. Il ne rencontrait plus son allié pour lui poser des problèmes. Et je vous réponds de manière claire, péremptoire. Le président Issa Chiroma Bakary aujourd'hui, même si M. Biya venait habiter chez lui, il ne changerait pas de position. Sa position, elle est claire, elle est assise et elle est sans débat. Et le 12, on le verra bien. Ce que je suis en train de dire, Stéphane, merci, vous avez un beau sourire, Metsengue. Ce que je suis en train de dire, mon cher ami Stéphane, c'est que il faut que vous compreniez aujourd'hui que non seulement les populations sont de plus en plus conscientes, sont de plus en plus éveillées, mais aussi les partis d'en face. Vous croyez vraiment qu'on va venir encore commettre les erreurs de tout dire, tout publier, tout informer pour que vous nous mettiez les bâtons dans les roues? Non. Je vais seulement vous dire aujourd'hui que ce que vous appelez opposition, elle se réunit d'abord pour s'organiser. C'est vous qui avez un problème de pression. Le temps a fait que... Le temps n'a pas fait... Non, Stéphane, je vous dis que... Non, je vous dis donc que... Stéphane, je vous dis donc que même en 2 jours, on va convaincre. Parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement d'incompétences qui ont été mises à nu sur la place publique qu'on n'a même pas besoin de trop parler. Les Camerounais savent ce par quoi ils passent. Ils savent ce qu'ils vivent. Et le changement aujourd'hui est inévitable. Maintenant, pour présenter le changement, l'opposition, comme vous l'appelez, vous tenez tellement à ce vocable, s'est donc réunie, a choisi la concertation, a choisi l'échange, a choisi de prioriser les Camerounais. Et je vais vous dire en 3 étapes rapides. La première étape est le dialogue dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce dialogue-là, mes chers amis, l'idéologie des partis en face n'est plus dans la logique de gauche ou de droite, c'est l'arbre à palabres, comme le doyen l'appelle. Nous sommes tous assis sur l'arbre à palabres et nous parlons du Cameroun. Deuxième élément, ce sont les états généraux et de l'État et de la nation dans sa globalité. C'est à ça que nous sommes en train de travailler. Et le troisième volet, ça va donc être un gouvernement de transition. Et à partir de là, on adresse les véritables questions de la nation et on apporte des solutions de manière précise et concrète. Stéphane, les Camerounais n'ont pas besoin qu'on vienne leur apporter des grands effets d'annonce disant que en 2 jours, on va transformer vos vies. Nous disons aux Camerounais qui nous écoutent que nous allons vous écouter davantage. Nous allons travailler avec vous. Et nous allons faire de vos priorités nos priorités. Donc, pendant que vous êtes en train de vouloir dire que l'opposition se cherche un leader, je peux vous rassurer que nous avons reçu une invitation aujourd'hui. Ça sera pour chuter, Jean-Moïse. Oui, et c'était un appel, certainement pour ce week-end, la date je vais vous la communiquer demain, où plusieurs partis se sont réunis pour sortir un candidat consensuel. Mais le candidat consensuel, c'est ça qui était recherché et il est trouvé aujourd'hui. Ils vont nous l'annoncer le week-end. Il faut donc que vous sachiez que pendant que vous passez le temps
à faire de la suffisance, à faire du mépris, et vous cachez le père que nous on a voté en 2018, les Camerounais se disent, on a besoin de quelqu'un que les gens peuvent regarder, peuvent voir, peuvent entendre, et avec qui ils peuvent travailler. Merci. Et aujourd'hui, en face, on a toutes ces personnalités, les 11, qui ont la capacité, qui ont le potentiel, qui ont l'aura même à l'international pour pouvoir apporter un souffle nouveau au Cameroun. Merci pour ce qui a été fait. Merci pour ce que M. Biya a fait. Mais aujourd'hui, après 43 ans, nous reconnaissons que l'âge, il est fatigué. Papa va se reposer, va rentrer au village. D'autres personnes vont continuer parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais, pas au RDPC. Merci. Alors, François Bikoro, le Cameroun appartient à tous, mais pour justement le diriger, il faut un visage. Et à ce niveau, on a l'impression que la chasse semble longue pour certains. Pour d'autres, nous sommes dans la continuité, une opposition qui jamais ne trouve le consensus, qui se disperse avec des idéologies pas compatibles. Qu'espérez-vous de l'opposition aujourd'hui, à moins de 37 jours? Qu'il y ait, comme le docteur Jean-Moïse Mbok l'annonce sur ce plateau, ce candidat consensuel qui serait en mesure de rassembler des idéologies autant hétéroclites qu'elles le sont aujourd'hui, ou alors une personne qui à elle seule incarnerait cette soif de changement de l'opposition camerounaise à date où nous parlons. Ce pays qu'on appelle Cameroun, c'est un peu comme le Brésil dans le domaine du football. Il y a des millions de talentueux footballeurs dans tous les recoins du Cameroun. Et il n'y a qu'une équipe de football, 11 personnages qui entrent au stade pour gagner une coupe. Donc, vous faites souvent comme si le Cameroun naît à chaque élection. Les Camerounais que vous voyez là, ils les suivent depuis. Ils les connaissent. Oui. Et ils sont surpris que vous fassiez des plateaux en magnifiant des gens qui ne se saluent pas hier, qui vont se saluer aujourd'hui à l'occasion d'une élection. La population camerounaise croît chaque année. Mais vous allez constater que la population politique ne croît pas. Le débat se trouve à ce niveau. Pourquoi la population politique ne croît pas? Pourquoi depuis 1990, on tourne toujours entre 4 millions, 5 millions, 7 millions, 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions? Certainement parce que vous leur faites gober des choses qui ne sont pas pensables pour un citoyen qui va aller au travail. Si des gens étaient convaincus que pour battre M. Paul Biya, il faut qu'il y ait un candidat unique, pourquoi ils sont allés déranger les vieillards du Conseil constitutionnel qui pensent le droit depuis 60 ans, mieux que nous tous? Pendant les 7 ans, vous vous seriez tous entendus pour qu'il y ait, pour présenter à la face du Cameroun, quelqu'un qui ait le consensus après avoir dépoussiéré un certain nombre de choses. Doyen, ce n'est pas la seule voix, il y a d'autres voix aussi, non? Est-ce que le temps n'est pas compté, doyen? Mais je vous dis que si vous avez commencé en... Si à 7 ans, on n'a pas pu le faire, c'est pas en 40 jours qu'on le fera. Moi, je ne veux pas savoir ce qu'on va faire en 40 jours. Je constate simplement que vous voulez amener les Camerounais à suivre ce que vous faites alors que vous devez suivre ce qu'ils vous demandent de faire. Ce n'est pas des Gabonais, des Équato-Guinéens qui vont aller à l'élection présidentielle avec des Camerounais. C'est des gens qui sont censés vivre. La loi les impose même de vivre avec les Camerounais au moins pendant 12 mois. La loi. Oui. La loi les impose. Quand vous êtes dans un pays où des acteurs politiques, parce qu'il y a très peu d'hommes politiques au Cameroun, considérez Issa Turuma comme un vendu à Paul Biya. Considérez Bolibouba comme un vendu à Paul Biya. Le Camerounais de Mbik League se demande c'est à quel moment que Issa Turuma et Bolibouba ne sont plus des vendus de Paul Biya parce qu'ils sont face aux gens qui les insultaient hier. Ça, c'est un vrai débat. Alors, il faut construire de nouveaux visages à Chiroma et à Belebouba. Monsieur Belebouba, monsieur Issa Turuma Bakari ne se construit pas un nouveau visage. On l'a vu à l'œuvre. Avec succès? Il a été premier ministre dans ce pays, oui ou non? Bien sûr. Il a vu à l'œuvre. Quand on est dans une élection présidentielle, il vaut mieux que ceux qui sont avec Tiroma, ceux qui veulent être avec Boulebouba, n'oublient pas qu'il a posé un certain nombre d'actes. C'est à partir de ça que vous construisez une coalition avec lui. Comme pour dire quoi, doyen? Vous avez un langage trop abstrait là. Non, ce n'est pas abstrait. Je viens de vous dire que
depuis 1992, le nombre de personnes inscrites difficilement tourne autour de 4, 5, 6 millions. On est d'accord? Oui. Nous sommes déjà à 36 millions à peu près. Est-ce que le fait que, à l'orée d'une élection présidentielle, des gens se sont battus pour être en adéquation avec ce qui arrange tout le monde, la loi? Ce sont des hautes personnalités qui sont passées dans un moule. Et vous savez que dans ce moule, certains d'entre eux ont été extraits, parfois de façon brutale, de ce moule. Oui. À quel moment donc ces gens-là vont être en adéquation avec ceux qui ont d'abord respecté la première strate? Moi, je préfère qu'on fasse un débat sur les 12 candidats. Oui. Et les 12 candidats, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, se battent pour que d'abord celui qui va voter comprenne sa vision. Pas la prochaine vision qui va se mettre en place par des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Mais à ce niveau, ce n'est pas nous qui créons le débat. C'est ces effets d'annonce. Lorsqu'on nous dit que Issa Chiloma et Belé sont réunis à Fouman, Madame Tomaïno nous dit qu'il y a des tractations, c'est pas nous qui créons ces informations. Les effets d'annonce font partie de la campagne. Oui. C'est de la communication. Mais est-ce que ça enlève les valeurs intrinsèques, morales et réglementaires et légales de ces 12 candidats? Alors, moi, je vous pose la question autrement. Est-ce que le fait d'être sorti du gouvernement et d'être candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui pour le président Bello Bouba l'absout de ses péchés ou alors de ses erreurs en tant que Premier ministre, en tant que ministre, en tant que tout ce qu'il est? Et là, vous me rejoignez. Parce que celui qui les jugeait quand il était ministre, a-t-il capacité de les juger aujourd'hui quand il sort du gouvernement? C'est ça le drame. Comme pour dire? Non, je dis qu'ils ne sont pas capables de juger quelqu'un dont ils avaient déjà placé dans un moule hier. Un moule en béton. Ça veut dire que si l'un d'entre eux, je prends un exemple, était compétent, une fois hors du gouvernement, ils sont avec l'adjectif, il est compétent. C'est la bonne question. Comment est-ce que le fait de sortir du gouvernement fait de vous un incompétent ou un compétent? Voilà là où se trouve le débat. Oui. Et quand vous l'avez pris de cette manière, vous ne parlez plus des rencontres furtives à l'issue de voir un candidat consensuel. Ça veut donc dire que le prochain exercice sera de faire un profil. La loi est la seule. Ils sont deux. La loi est celui qui a respecté la loi en étant en situation de juger le candidat, c'est-à-dire celui qui allait s'inscrire sur une liste électorale. Quand vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale, vous n'avez pas capacité de juger qui que ce soit parmi les 12 candidats qui ont déjà été jugés capables par la loi et le règlement. Merci François Bikoro. Parce qu'on a extrait d'autres qui ont délibérément refusé. Merci. On vous a saisi, on comprend bien l'exercice auquel vous nous invitez à nous soumettre prochainement. Jean-Dieu Vouna, très rapidement, le temps va commencer à nous manquer. Est-ce qu'on peut donc dire que la tâche s'annonce ardue pour l'électeur camerounais? C'est-à-dire parvenir à choisir quelqu'un qui parfois fait 20 ans au gouvernement, avec les résultats que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais faire de lui un président. Est-ce que la tâche s'annonce ardue pour l'électeur? En 37 jours. Non, la tâche n'est pas ardue pour l'électeur, la tâche est plutôt ardue pour les candidats, que ce soit ceux du régime comme ceux de l'opposition. C'est pour cela que vous allez constater que le régime en place a commencé par solliciter, au lieu de battre campagne, ils ont commencé par solliciter les consignes de vote en lançant une campagne de consultation au sein du palais présidentiel. Parce qu'il faut le souligner avec force qu'ils ont commencé... Oui, c'est solliciter les consignes de vote. Moi, je suis désolé d'entendre mon frère Metengue dire qu'ils ont compté 7 millions de trucs. C'est pas, je voudrais voir cela, je voudrais vérifier, c'est à vérifier. Pourquoi? Parce que si vous avez 7 millions d'électeurs comptés, pourquoi solliciter les consignes de vote auprès des communautés, des chefs de communautés religieuses, des chefs de communautés traditionnelles, presque toutes les personnalités les plus influentes de la République? Si vous avez 7 millions sur 8 millions de votants, alors cela montre la suffisance que le régime lui-même est en quête de racketter l'électorat. Racketter, le terme est racketter. Oui, j'assume. Racketter l'électorat par voie de consigne de vote. Parce que, imaginez un peu que
un chef Bombokso en plein palais dit que j'ai vu Nyobe et Nyobe a dit que c'est Paul Biya qui doit rester là. Vous savez ce que ça fait sur le plan psychique, psychologique et même spirituel? C'est un consigne de vote. Quand on nous dit que c'est venu de l'au-delà. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est ça. Pourquoi a été contesté? Non, il n'a pas été contesté. Quand la CATV, il n'a pas été contesté. Ceux qui sont allés faire leur truc, nous, on sait que j'ai seulement pris l'exemple là que un chef de 90 ans d'âge vous dit qu'il a vu un mort qui n'est pas n'importe qui, Nyobe, et qu'il a donné le consigne de vote, de voter pour le candidat sortant. Vous savez ce que ça veut dire sur le plan spirituel, mystique, psychologique et moral dans la conscience collective? Il faut donc comprendre que les 6 millions là, c'est dans leur papier. Je vous dis, j'assume que ces 6 millions n'existent pas. Laissez-nous dire. Sinon, on n'aurait pas à aller consulter Nyobe qui vient donner des consignes de vote. Maintenant, de l'autre côté, aussi au niveau de l'opposition, il y a donc eux aussi qui se battent et ils ont aussi besoin de ces mêmes consignes de vote. C'est pour cela que le MLC a déjà fait sa sortie. C'est pour ça que nous avons là des personnalités. Mais qui est resté flou. Ils ont été clairs. Ils ont dit. Ils ont dit de la coalition. Ils sont informés de la coalition. Ils ont parlé de la coalition parce que c'est sérieux. Ils ont dit clairement qu'ils vont porter. Quel candidat MLC, c'est quel candidat? Ils vont faire parti politique. C'est Mota qui est président. Un parti politique. Ils ont choisi la bonne personne. Ils ont dit on choisit le candidat de consensus. Sur la coalition, nous parlons des 12. Monsieur, vous entendez? Et j'étais disant que nous avons donc là aujourd'hui, par exemple, des personnalités influentes comme le docteur Yonzou, qui... C'est vous qui les jugez. Nous, on ne juge pas les... Non. Essentiel. Oui, qui ont lancé, qui se sont alliés derrière des candidats pour convoquer les consignes de vote. Nous avons des artistes comme Moustique le charismatique qui sont derrière des candidats. Et ça veut dire que les leaders donc s'appuient donc aujourd'hui auprès de ces lanceurs d'alerte, des influenceurs, des personnalités publiques et même des artistes pour solliciter ce vote des électeurs qui est si ardu. Alors, Timothée Somba, comment est-ce que techniquement on sort de l'image d'un membre du gouvernement avec toutes les susceptibilités qu'elle peut avoir pour se positionner comme aspirant président? C'est un exercice très difficile en moins de 6 mois. Je prends le cas pour le président Bello et le président Chiroma. Le ministre Chiroma a été au gouvernement. On connaît ses faits d'armes, on connaît ses réussites, on connaît aussi ses manquements. Comment est-ce qu'en moins de 3 mois, il sort de la peau du ministre sur qui le gouvernement peut avoir quelques reproches à faire pour se mettre dans la peau d'un président du Cameroun qui doit gérer les 30 millions de susceptibilités que nous sommes? Voyez-vous, la communication politique en période électorale est la capacité pour un leader de raconter son récit de manière à ce que ceux qui le suivent le voient comme un héros. Et c'est tout le sens de ce que l'on appelle la propagande. À l'heure actuelle, il y a un candidat qui brille avec la qualité de sa propagande. C'est bien M. Chiroma. Il a réussi à se construire un capital sympathie qui fait que l'électorat ne regarde plus est-ce qu'il était ministre compétent, est-ce qu'il était ministre incompétent. Et c'est ça toute la complexité de la notion d'électorat. Ce n'est pas pour rien que lorsque la démocratie faisait ses premiers pas en Occident, il y a eu 2 catégories de suffrage. Premier, le suffrage capacitaire. Non, c'était d'abord le suffrage censitaire. On estimait que seuls ceux qui avaient les moyens financiers devaient voter. Après, il y a eu le suffrage capacitaire. On estimait que seuls ceux qui ont un certain niveau d'études devaient aller voter. Pourquoi? Parce qu'à la réalité, l'opinion, le peuple, quelqu'un a même dit, je me présente mes excuses au niveau des téléspectateurs, mais c'est pas de moi, c'est une citation, que l'opinion, le peuple sent mauvais. Pour dire que c'est une masse hétéroclite qui parfois ne pense pas. Wow, on doit applaudir. Hein, non, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Allons rapidement, Timothée Somba. Il nous reste à peine 7 minutes. Oui, ce n'est pas une injure. Donc,
Moi, je ne pense pas qu'il soit bon de savoir. Le peuple n'a pas les leviers. Le peuple est situationniste, tout comme le vote. Le vote est catégoriel, le vote est sentimental, le vote est tout ça. Il y a des gens qui aiment Chiroma depuis le premier jour de leur vie, de sorte que même si Chiroma entre où, ils vont le suivre. C'est le cas avec le parti politique auquel vous venez de faire allusion tout à l'heure, qui a réussi à nous faire penser qu'on peut rouvrir les portes à quelqu'un pour venir. Maintenant, je ne voudrais pas qu'on s'égare pour chuter en maximisant sur une sorte de diagnostic. Nous sommes à quel moment? Nous sommes en période électorale. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire « Oh, les Camerounais ont besoin d'eau, oh, les Camerounais ont besoin de ceci, oh, les Camerounais... » Non. Comment je fais pour gagner l'élection? C'est de ça dont il est question à cet instant. C'est peut-être dans un premier temps l'eau. Parce que c'est quand... Vous êtes devenu directeur de campagne. Parce que c'est quand vous avez déjà gagné pour l'élection. vous arrêtez là. Maintenant, vous allez diriger la campagne déjà. Si vous ne parvenez pas à chuter, moi je donne la parole à Simon Messengue. Jean-Maurice Mba. 5 minutes seront retirées, c'est votre temps de Il n'y parole. a pas de problème. Voilà. C'est mon petit Comment frère. je fais pour gagner l'élection? C'est une fois que vous avez gagné l'élection que vous prenez possession des dossiers, que vous allez donc commencer à voir ce qui est prioritaire et autres. Et je sors dans la disant que la minute comme à voler. Vous la mettez le temps. Vous la mettez le temps. Il n'y a plus le temps à la maison. Il n'y a plus le temps. Voilà. On n'a plus le temps. C'est moi qui ai volé. Laisse. En une minute, la réalisation me fait des grands signes. Comment est-ce qu'on fait pour justement avancer dans le débat, se positionner lorsqu'on a fait 43 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à apporter puisqu'on vous a vu à l'œuvre 40 ans? Est-ce que les Camerounais ne sont pas sous et fatigués de peut-être la vision qui est la vôtre? Je crois que dans le débat public, il y a parfois des comédiens. Quand un parti politique fait le sommier politique, c'est sur le terrain. Et il faut suivre les journaux d'Info TV pour comprendre qu'en 2021, voilà comment le sommier politique du RDPC s'est passé. Ce n'est pas en 2025 que vous venez dire on veut voir le sommier. C'est on voit le sommier sur le plateau. Donc il faut qu'on soit sérieux quand on parle aux téléspectateurs. Je voudrais dire ceci. Moi j'ai dit qu'il c'est à vérifier. Je voudrais dire ceci. On n'a plus de temps. On va couper. Je voudrais dire La ceci. comédie, c'est vous qui l'a fait. Vous voyez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous on a compris ça depuis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le peuple souverain, émettre son destin au Cameroun, ne peut voter que le RDPC en majorité? Pour la simple raison que des gens vous disent que ils vont au vote parce que les Camerounais savent ce qu'ils vivent et ce qui se passe. Donc ils n'ont aucun plan de société, ils ne savent pas comment développer le pays, mais ils vous disent qu'ils surfent sur les difficultés des populations. Ça peut être une stratégie aussi. Écoutez. Oui, tout est stratégie. Mais il faut savoir quelle est celle qui est gagnante. Vous avez un peuple mature. Je vous rappelle que ce pays-ci, le taux d'alphabétisation est de 92%. Ça veut dire que tous les Camerounais réfléchissent. Très bien. Ils n'attendent pas des hirondelles du printemps. Les Camerounais vont continuer. Écoutez. Hier, vous avez parlé du PDG M20. Hier, le PDG M20 avait un petit journal qu'on appelait la météo. Oui. Aujourd'hui, il est dans un empire. Allez lui dire que les Camerounais vont continuer. Il va dire oui, c'est dans la difficulté que j'ai pu avoir ceci. Nous ne sommes pas le président de la République qu'on dit aujourd'hui qu'on ne le voit pas. C'est vous, oui, c'est vous qui le dites. On dit. Vous le dites et vous dites ceci. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas vouloir diriger un pays. Vous ne pouvez pas diriger un pays sans savoir que la campagne électorale que vous faites maintenant commence le 27 septembre. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Et donc de ce fait, le président de la République, garant des institutions, homme d'État, c'est que c'est du 27 septembre au 11 octobre qu'il va aborder l'étoffe de son parti comme candidat et qu'il va battre campagne. Entre-temps, il apprête son appareil politique et il dira aux Camerounais ce qui a été fait, ce qui est fait et ce qui reste à faire. Merci. Et entre-temps, pour sortir, Ne sort pas. le porte-parole du FSNC nous a déclaré ici que effectivement son candidat est un menteur. Voilà. J'apporte les éléments. Il dit ceci. Et on peut reprendre la bande. Il dit que il partait le voir pour trouver des solutions. Oui. Ça veut dire qu'à son époque, les solutions ont été trouvées.
Donc ça veut dire qu'il y a des choses, écoutez, il y a des choses qui ont été améliorées. Ça veut dire qu'au Cameroun a avancé. C'est dommage. Dans son épistolaire rempli de contre-vérités, il dit qu'au Cameroun est une catastrophe. Merci. Alors on se pose la question de savoir, ces solutions qu'il a trouvées quand il a rencontré le président de la République, ont donc donné quoi si c'est une catastrophe? Alors vous comprenez donc qu'à un moment donné, c'est un bon parleur, mais... Merci, on a compris. Alors, rapidement, première chose, oui, On a naturellement, première chose, va nous manquer, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les uns et les autres comprennent. La réunion avec le président de la République n'a pas continué justement parce qu'il n'y avait pas de solution. Et je pense même que c'est le refus. Et je l'ai dit, c'est vous qui n'écoutez pas. Non, il ne faut pas qu'il vienne travestir mes propos. Deuxièmement, Stéphane, je vais dire une autre chose. Ça me fait de la peine qu'on parle des Camerounais comme ça. Ça me fait beaucoup de peine. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, montrons aux gens même qu'on les considère un peu, qu'on les respecte un peu. Et ça, j'invite vraiment nos amis en face là, à intégrer ça. Je l'ai toujours dit et je vais continuer de le dire. Le respect envers l'autre, c'est même la façon de lui parler ou de parler de la personne. Je souhaite vraiment que ce soit bien compris et entendu. Moi, je reviens sur le sujet qui me concerne. Je reviens sur le sujet qui nous concerne. Stéphane, aujourd'hui, quelqu'un a dit sur ce plateau que nous sommes un jeune État. On est encore en train de se construire. Je vous ai toujours dit que c'est bien de tirer la couverture de son côté, mais les partis d'en face sont aussi jeunes, sont aussi en train de se construire. Si vous prenez l'un, prenez l'autre. Je dis donc, pour sortir, que la dynamique dans laquelle nous sommes cette année n'est pas la dynamique habituelle des communes. Les Camerounais sont fatigués. Les partis d'en face travaillent à proposer des solutions aux Camerounais. Et j'ai bien dit ici qu'on a commencé par le dialogue. Après le dialogue, ça va être les États. Après les États, ça va être une décision d'action. Donc on écoute les Camerounais et on travaille pour leur bien. Monsieur Thierry Mané, donc pas un menteur, il est extrêmement cohérent. C'est même très facile. Moi, j'étais venu ici pour parler du leadership de l'opposition. Le téléspectateur vient de se rendre compte que M. Poulbi a eu une campagne gratuite. Et en tant que conseiller en communication, je vais encore le dire comme je l'ai dit en 2018. Oui. Vous savez que Jesus Christus, Baha'u'llah, Confucius sont morts, personne ne les a vus parmi nous les contemporains. Mais pas le phénomène des bancs. C'est-à-dire que toutes les personnes qui disent qu'elles sont avec elles ne disent seulement que Jesus Christus, Baha'u'llah. Cette histoire où vous venez plus parler de l'autre, ça me crée un problème. La deuxième chose, vous connaissez ma posture. Dès lors qu'on convoque le corps électoral, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de parti au pouvoir. Parce que le peuple peut changer quand il veut. Merci. Donc, il faut éviter l'invective. C'est l'invective qui fait en sorte que les Camerounais s'amenuisent dans leur capacité à aller s'inscrire sur les listes électorales. Je crois que si quelqu'un a décidé d'être candidat à la présidence de la République, en principe, il n'a pas besoin de coalition. Exactement. Il se dit qu'il est capable de le faire. Merci, doyen Bikoro. C'est un conseil, peut-être à l'endroit de ceux, justement, des partis autres, les 11 qui ont décidé de challenger le candidat champion du RDPC, Paul Biya. Les jours s'égrènent, mais nous serons attentifs à ce qui se déroule justement lorsque nous allons vers le 12 prochain. Quant à vous, vous qui nous avez regardé et écrit, vous qui nous avez félicité, parfois critiqué aussi un peu, depuis 1h30, nous vous disons merci. Parce que Oulu Africa, c'est véritablement la plateforme qui permet à que toute l'Afrique, la vraie, la pure, la dure, s'exprime. Bien le bonsoir, rendez-vous lundi prochain, lorsqu'il sera 21h à Yaoundé au Cameroun. Quelle